Bonjour et bienvenue chez les Dream Desire and Discours, le chaîne où on parle avec les experts dans la psychanalyse, philosophie et les autres sujets humanitaires. Et aujourd'hui, je vous présente Jean Mirimanov. Jean est médiateur assermenté à Genève, accrédité par la Fédération suisse de la médiation, magistrat honoraire à Genève, avocat certifié et conseiller en mode alternatif de règlement des conflits. Et aujourd'hui, on va parler sur la question de la médiation. Pour donner un petit contexte, on utilise la médiation dans les psychanalyses. Par exemple, quand on parle de la médiation par l'art. Et aujourd'hui, on va essayer de se débrouiller c'est quoi la médiation. Et Jean est expert sur ce domaine parce qu'il a déjà écrit nombreux livres sur la médiation. Alors, Jean, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la médiation en termes le plus général? Alors, je vais vous dire que c'est beaucoup de choses parce qu'il existe une centaine de définitions de la médiation. Et vous serez peut-être pas étonné vu votre formation, mais pour un esprit rationnel, ça semble déjà vous surprendre. Parce que quelle est la bonne? Eh bien non, il n'y a pas de bonne définition de la médiation, elles sont toutes bonnes. Alors, donnons quelques exemples. La médiation, aujourd'hui, pour moi, c'est avant tout un état d'esprit, c'est-à-dire une manière de penser et aussi de se comporter, d'une part dans les relations humaines et d'autre part vis-à-vis du conflit, autrement. Autrement qu'on ne le fait instinctivement, qu'on le fait naturellement. Ça, je pense que c'est la manière la plus globale, aussi un peu philosophique, de présenter la médiation. Et puis, bien entendu, pour un juriste que je suis, la médiation, c'est un des moyens de résoudre ou de prévenir, c'est important, de prévenir les différends de toutes sortes. Alors, la médiation recouvre quelquefois beaucoup de choses, c'est un peu un fourre-tout. Alors, il y a des formes qui lui ressemblent, notamment comme la conciliation, etc. Je veux vraiment focaliser sur la médiation. Je dirais que ce qui caractérise, à moins que vous ne souhaitiez déjà me poser des questions, la médiation, et c'est ce qui entraîne aussi notre intérêt à tous sur cette planète, c'est son universalité. En ce sens que déjà chez Homère et probablement dans toutes les cultures, on retrouve les premiers traits d'une réglementation amiable, compliquée et en période de conflit avec la guerre de Troie. Et je vous invite à reprendre le chant 24 de l'Iliade, où nous avons déjà des éléments tout à fait étonnants, où apparaissent les émotions, un peu comme dans le processus de médiation. Le médiateur relativement discret, qui est plutôt un facilitateur entre Priam et Achille, étant le dieu Hermès, c'est un peu le symbole de la médiation dans l'Antiquité. On le retrouve aussi dans l'espace, parce que la médiation apparaît sous une forme ou sous une autre dans tous les continents, elle apparaît dans toutes les cultures. J'ai moi-même écrit un petit article en indiquant comment, personnellement, je trouvais des sources comme chrétien orthodoxe dans la médiation. Et la médiation est également universelle en ce sens que la manière justement d'appréhender, d'approcher les choses est ce qu'on appelle holistique, c'est-à-dire qu'elle fait appel à beaucoup de sciences. Voilà une première présentation. Je ne sais pas si vous voulez que je poursuive sur ce qui me paraît essentiel ou si vous voulez me poser quelques questions.
Je voudrais connaître mieux c'est quoi les principes d'être holistique dans la médiation. Alors, l'approche holistique euh, peut avoir plusieurs significations. Comme son terme l'indique, ça veut dire approcher une situation dans son ensemble, pas seulement avec un point de vue, mais tous les points de vue, pas seulement sous un angle, mais sous plusieurs angles, pas seulement sur un moment, mais sur plusieurs moments, pas seulement par une, un appel à des connaissances, mais par plusieurs appels. C'est vous dire que ce terme est un défi, particulièrement pour le juriste que je suis, parce que je réalise de plus en plus, c'est pour ça que j'aime beaucoup la co-médiation, que nous avons besoin de plusieurs regards et de plusieurs expériences pour pouvoir mener un processus de médiation à terme dans les conditions les plus respectueuses possibles. C'est évident que c'est toujours bien de compter tous les égards sur les cas, mais j'imagine que on n'a pas besoin de médiation s'il n'y a pas de point de vue contradictoires. Et Oui, qu'est-ce que vous faites quand il y a des points de vue qui sont absolument contradictoires? Je dis noir, vous dites blanc. oui, bien sûr. L'image qu'on emploie pour illustrer, pour vous donner une réponse, j'ai malheureusement pas pris, j'ai mes schémas, mais ce sera un peu longtemps de les présenter, c'est celle d'une petite souris devant une tranche de fromage, n'est-ce pas? Et puis, il y a un chat et un chien qui se trouvent à d'autres endroits. Et au fond, l'un peut dire, ben voilà, le fromage c'est carré, et l'autre dira, mais non, c'est rectangulaire, parce qu'il sera placé dans le rectangle, et le troisième qui est en haut dira, mais pas du tout, c'est un triangle. Donc ils ont tous raison, mais en même temps, ils ont aussi pas complètement raison, parce que ce n'est pas le tout qu'ils prennent en considération. Est-ce que c'est quelque chose proche d'idée de trouver les compromis? Pardonnez-moi. Je dirais que la notion de compromis, si vous me permettez, cher Alexandre, me paraît plutôt relever de la conciliation que la médiation. Alors je m'explique. Euh, En conciliation, j'ai été longtemps juge conciliateur. Le compromis, c'est ce qu'on appelle couper la pomme ou la poire en deux. C'est une solution perdant-perdant parce qu'on a deux personnes frustrées. La médiation, au contraire, c'est avec ce fruit de voir ce que l'on peut faire pour satisfaire tout le monde. Et plutôt que de le couper, on va faire en sorte que les parties aient peut-être l'idée d'ajouter chacun un autre fruit pour faire une bonne salade de fruits que l'on va manger ensemble. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples? Le Euh, win-win, n'est-ce pas, le gagnant-gagnant. Donc, perdant-perdant, c'est un peu la conciliation, c'est l'option juridique sur une vision juridique, et gagnant-gagnant, c'est imaginer autre chose, d'inédit, d'imprévu, de créatif, et qui fait appel justement aux facultés que nous avons tous de créer quelque chose quand nous sommes devant un problème ou un conflit. Mais nous ne le savons pas toujours. Et là, si vous me permettez, j'aimerais vous parler du postulat de la médiation parce que c'est vraiment à propos dans notre conversation. Est-ce que vous en êtes d'accord? oui. Alors, on peut aussi définir la médiation comme une série de paris positifs. Vous savez, le pari pascalien, c'est un peu ça, en ce sens que nous partons de l'idée que chacun d'entre nous, vous et moi, notre prochain, a reçu les ressources, les compétences et les forces
pour arriver par lui-même à cette solution. Ça part de l'idée, par conséquent, que nous avons tous la capacité de nous autodéterminer, et ça part de l'idée, parce qu'il faut être réaliste et non pas angélique, qu'avec l'aide d'un tiers, quand nous avons des difficultés, avec l'aide du médiateur, nous pourrons recevoir de lui l'accueil, les informations, l'accompagnement qui va restaurer la confiance en soi et en l'autre. Alors ça, bien entendu, vous allez me dire, oui, c'est très joli, mais il y a des cas où ça ne marche pas. Et effectivement, ça, c'est le devoir du médiateur, et cela ne vous échappera pas qu'une personne qui n'a pas la capacité de discernement ne peut pas participer à un processus de médiation. Et aussi, et ça c'est une difficulté, c'est que quand le rapport de force entre les deux parties est disproportionné, ça devient très délicat d'entreprendre une médiation. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça devient extrêmement délicat. Et aussi, finalement, lorsque l'ordre juridique, la règle de droit, et ça, elle est applicable à tous, pas seulement aux juristes, mais aussi à vous, à votre prochain, quelle que soit notre profession, la règle de droit peut imposer des solutions obligatoires parce qu'elle protège la partie la plus faible. Voilà ce que je peux dire sur les postulats avant d'aborder les problèmes des principes de la médiation, mais peut-être que là, je m'en voudrais de tenir trop le crachoir, comme on dit en français. Peut-être que là, vous souhaitez encore interrompre mon propos. Selon vous, pourquoi la médiation est mieux que la solution dans le tribunal, par exemple? Alors, tout à fait. Comme vous le savez, j'ai été un juge pendant une trentaine d'années et j'ai assez vite compris que d'abord, la conciliation, c'est-à-dire dans le cadre juridique donné, restreint, il valait mieux essayer de mettre les parties d'accord parce que la solution qui se traduit par un jugement d'accord est beaucoup plus durable et acceptable qu'un jugement qui tranche, qui généralement fâche la partie qui perd, qui fâche quelquefois les deux parties et qui surtout a le grand inconvénient de couper définitivement les liens entre les parties. Pas toujours, mais souvent. Tandis que la médiation, c'est tout à fait différent parce que comme nous pouvons, bien sûr, sous le regard du droit, on ne peut pas faire des choses qui sont illicites, sous le regard du droit, mais nous avons une très grande liberté de mettre sur la table non seulement les points qui fâchent, mais d'autres points, et puis surtout de découvrir par le processus, dont il faudrait parler aussi un peu plus tard, après avoir parlé des principes, il faut faire émerger un certain nombre de points. Parce que, et peut-être je terminerai par là, la médiation, plus que la justice, plus même que la conciliation, repose sur ce que l'on a appelé le principe d'humanité, un principe fondamental et qui malheureusement n'est jamais nommé dans la plupart des ouvrages sur la médiation. Alors, on revient un peu à la définition de la médiation en disant mais qu'est-ce que c'est l'humanité par rapport à la médiation? Alors, je vais vous répondre de trois manières. On pourrait dire que la personne humaine est au cœur de la médiation, comme la médiation doit être au cœur de la personne humaine. C'est une première chose. Ensuite,
L'objectif principal de la médiation, contrairement au jugement, c'est de favoriser le dialogue, c'est-à-dire faire en sorte que des personnes, même ennemies, comme dans l'Iliade, n'est-ce pas, arrivent à se parler de manière respectueuse, de manière à être capables de trouver ensemble leur solution à leurs problèmes de manière satisfaisante et respectueuse. Et puis, vous savez que j'ai été conseiller juridique et délégué au Comité international de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, par ses principes, partage beaucoup à la médiation, mais n'est pas une médiation. Parce que la Croix-Rouge ne va pas régler un conflit armé, bien entendu. En revanche, avec ses interlocuteurs, la Croix-Rouge va arriver en temps de conflit armé à obtenir un certain nombre de résultats de manière à soulager les souffrances humaines. C'est l'objectif de la Croix-Rouge, tandis que l'objectif de la médiation, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais les effets de la médiation, c'est un peu comme la Croix-Rouge, c'est qu'une fois que le processus est terminé, vous êtes arrivé, si possible et en tout cas, à atténuer les souffrances humaines et quelquefois à les réparer. Voilà pour ce principe fondamental. Je peux peut-être, si vous en êtes d'accord, poursuivre avec les autres que j'ai essayé de définir avec mes collègues dans ce petit ouvrage que je vous montre à l'occasion, Dictionnaire de la médiation et les autres modes amiables. Alors, parmi les principes qui découlent du premier principe de l'humanité, il y a celui de la responsabilité et de la liberté des parties. Ce sont des principes de substance parce qu'ils touchent vraiment le cœur de la médiation. Le principe de la responsabilité, c'est que chacun assume le processus avec l'aide du médiateur et surtout assume la négociation et le résultat de cette négociation. Et ensuite, il assume la mise en œuvre de cet accord. Le principe de la liberté qui lui est lié veut que chacun soit libre d'abord d'entrer dans le processus, donc il n'est pas question pour nous, il y a des exceptions, on en parlera peut-être, il n'est pas question que le juge ou un tiers impose la médiation aux parties. C'est un processus volontaire. On parle de volontariat, liberté, il y a différents termes qui couvrent cette idée générale. Cette liberté s'exerce évidemment tout au long du processus, comme la responsabilité. Ça veut dire que si l'une des parties n'est pas d'accord, elle peut même s'en aller. Et la liberté, c'est aussi la liberté de tout proposer. Alors c'est ce qu'il y a d'assez fantastique parce que on peut, même les avocats qui sont là dans les processus pour ce qui me concerne, ils peuvent aussi tout proposer, des tas d'idées. C'est dans le processus, on verra, il y a différentes phases. À un moment donné, une phrase de brainstorming, comme on dit en franglais, n'est-ce pas, qui permet de mettre une quantité de choses sur la table qui n'ont peut-être rien à voir avec le conflit, mais qui vont peut-être aider à trouver des solutions. Ensuite, les autres principes, c'est ce qu'on appelle des principes fonctionnels, qui sont communs pour certains d'entre eux à la Croix-Rouge, qui sont communs aussi aux juges, pas toujours. C'est ceux qui permettent au conflit de se bien dérouler techniquement, mais ils ont une valeur d'éthique. Alors, le premier d'entre eux, je dirais, c'est l'indépendance, indépendance du médiateur. Le médiateur doit être non seulement indépendant des parties, non seulement indépendant de la société, on ne doit pas faire des pressions sur lui, mais
il y a l'aspect indépendance interne le plus délicat parce que nous n'en sommes pas conscients, c'est l'indépendance vis-à-vis de soi-même, de ce qu'on a reçu, de notre éducation, de nos préjugés, etc., etc. Le deuxième principe, c'est celui de la neutralité, que l'on confond avec le troisième, qui est l'impartialité. Alors, qu'est-ce que c'est la neutralité? Pour le grand professeur, vice-président de la Croix-Rouge internationale, Jean Pictet, décédé il y a quelques années, qui a écrit les commentaires des principes de la Croix-Rouge, dont nous nous sommes largement inspirés pour notre ouvrage sur les principes de la médiation. La neutralité, c'est quelque chose de très simple, finalement. C'est un droit pour le médiateur et un devoir d'abstention, ce qui veut dire s'abstenir de juger le conflit, les parties, de dire qui a tort, qui a raison. C'est ce qui crée la confiance, parce que si deux élèves qui se disputent dans le préau viennent vers leur professeur en disant c'est lui qui a commencé, l'autre c'est l'autre, et si le professeur a dit achetez à l'un d'entre eux achetez vu, ça va pas se passer comme ça, évidemment que le professeur va pas être le médiateur, parce qu'il aura préjugé, parce qu'il n'aura peut-être pas tout vu, il n'aura pas vu ce qui était avant. C'est très important. Et là, pour la médiation internationale, ça implique, ça a une portée extrêmement large qui fait qu'aujourd'hui, un État médiateur comme par exemple la Suisse rencontre d'énormes difficultés parce qu'on n'admet plus qu'on puisse être neutre dans la pensée, pardonnez-moi, la pensée totalitaire qui nous envahit les uns et les autres, pas seulement dans les vents de l'Est, mais aussi dans les vents de l'Ouest et probablement dans les vents du Nord et dans les vents du Sud. C'est très important. Tandis que l'impartialité, elle touche plutôt le juge, parce que pour le médiateur, ça ne veut pas dire autre chose que de ne pas prendre parti, bien sûr, mais le médiateur qui a un comportement d'empathie actif, il aura plutôt une pluripartialité en sens qu'il ira auprès de chacun des partis d'une manière égale et respectueuse. Tandis que l'impartialité, ça consiste sur la base d'éléments objectifs et prédéterminés, de dire vous avez tort ou vous avez raison, mais pour de bonnes raisons. Donc, ne parlons pas d'impartialité, mais plutôt de multipartialité pour la médiation. Il y a aussi d'autres éléments essentiels, l'un d'entre eux étant la confidentialité. Je suis évidemment, comme chacun d'entre nous, quand on voit l'actualité, que ce soit au Moyen-Orient ou ailleurs, de voir un prétendu ou de prétendu médiateur qui euh, attendez, j'ai tout d'un coup perdu le fil, comme on dit en français, oui, qui tout d'un coup disent voilà, j'ai un plan avant même que les partis ne puissent se prononcer sur ce plan. Alors d'abord, ça voudra dire que le plan, c'est pas une médiation, parce que dans une médiation, c'est les partis qui arrivent à un plan. Mais un plan, une fois qu'il est dévoilé, eh bien, il n'est pas confidentiel. Le médiateur a, en quelque sorte, donné son opinion et, en faisant comme ça, il ruine la confiance. Il ruine la confiance des partis. Donc,
dans une vraie médiation, il faut faire attention aux mots. Sur le plan international, il y en a très peu, hein, de vraies médiations. Elles sont très discrètes. Et quand elles réussissent, on n'en parle pas. Les médiations que la Suisse faisait en Amérique latine dans les conflits armés non internationaux, personne n'en parle, mais elles ont marché. En revanche, les médiations, j'ai envie de dire un peu grossièrement, les médiations bidons, n'est-ce pas, qui sont au cœur de l'actualité, ce ne sont pas des médiations. Enfin, parmi les derniers principes qu'il faut mentionner, il y a celui de l'humilité. L'humilité ou l'absence de pouvoir, c'est la même chose. C'est ce qui caractérise le médiateur par rapport au juge qui a un glaive, n'est-ce pas, qui peut trancher. Le médiateur, il a une position de retrait. Il ne recherche pas à obtenir un grand prix, je n'irai pas plus loin. Ça n'est pas l'humilité. Mais l'humilité, c'est de savoir s'effacer pour laisser place au parti. Je vous donne un exemple d'une médiation qui a eu lieu dans cette pièce même, avec une collègue et deux hommes d'affaires. Nous avons commencé autour d'une table ronde et comme les jeunes hommes d'affaires étaient très vifs, il y a eu beaucoup d'émotions, on en parlera tout à l'heure dans le processus, ont commencé à être exprimées. Et là, nous étions tous penchés autour de la table, et surtout ma collègue et moi, pour gérer ces émotions. Nous étions là très actifs. Mais au fur et à mesure que la situation s'est calmée, les parties ont commencé à construire ensemble leurs solutions et physiquement, nous nous sommes retirés légèrement de la table pour leur donner psychologiquement toute liberté pour s'exprimer. Voilà l'essentiel des principes de la médiation qui sont appliqués dans le processus de médiation. Alors, pour le processus de médiation, si vous en êtes d'accord, ou peut-être vous voulez me poser d'autres questions? En vous écoutant, il m'arrive que vous avez dit beaucoup de principes qu'on partage dans les psychanalyses. Parce que c'est tout à fait la neutralité, l'absence de pouvoir, etc. Mais je voudrais poser une question sur la figure de médiateur. Alors, qui pourra être le médiateur? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de situations quand on assume ce rôle de médiateur intuitivement. Par exemple, quand j'essayais de résoudre les conflits parmi mes amis, et ils sont tous les 2 mes amis, mais je dois trouver une solution. Ou par exemple, si c'est dans l'école, j'imagine que chaque professeur doit être, le médiateur, parfois. Mais, si on parle de la médiation professionnelle, c'est qui est le médiateur, pour qui c'est une profession? Oui, oui et non. Oui et non. Je vous coupe juste parce que je suis pas sûr de vous avoir bien compris, Serge, mais le médiateur ne donne jamais sa solution. Donc c'est pour ça aussi que dans la médiation pure. En revanche, la conciliation, le conciliateur donne sa solution. C'est aussi une des différences. Mais si on fait de la médiation pure, et en Europe, je dois dire que par les contacts que j'ai eus avec tous mes amis médiateurs qui vont du Portugal jusqu'à la Pologne et de la Norvège jusqu'à l'Italie, nous appliquons des règles très strictes et la médiation pure, c'est-à-dire la solution émane des parties. Voilà. Alors, pour la professionnalisation de la médiation, euh, je dirais que ça dépend. Voilà une réponse de médiateur. Au début, quand dans une société, il n'y a pas beaucoup de médiateurs ou de traditions de médiation parce qu'elles ont été perdues depuis des siècles, n'est-ce pas? Par exemple, dans les sociétés occidentales, c'est peut-être aussi le cas dans votre pays en Ukraine, où il y a quand même l'influence de l'Église, l'Église jouait des rôles de médiateur, ou
d'autres professions, le médecin, le notaire, jouaient des rôles de médiateurs. Donc, on a un peu perdu cette image qui existe alors par exemple dans des pays africains ou d'autres où on a des personnages dans la société qui sont restés des médiateurs et qui ont presque des vocations à être des médiateurs. Alors, dans une société qui commence, alors le grand avantage, je dirais, j'ai aussi l'occasion et la chance de rencontrer à nos associations de médiation du groupement européen des magistrats pour la médiation, les pays comme le vôtre et la Pologne ou d'autres pays de l'Europe de l'Est, comme ils ont tout à reconstruire, peuvent, par aussi leur enthousiasme, leur imagination, leur manque de préjugés, développer une professionnalisation de la profession. En Europe occidentale, paradoxalement, c'est beaucoup plus difficile parce que changer les mœurs, en particulier dès qu'on touche au domaine de la justice, ça devient une montagne. Et par conséquent, il faut être pragmatique parce que les choses se développent extrêmement lentement. Moi, je considère, j'ai consacré quand même 20 ans de ma vie à la promotion de la médiation et j'estime que le résultat est extrêmement mince par rapport à celui qui a été accompli dans les pays de l'Europe de l'Est que je mentionnais tout à l'heure. Donc, il nous faut être très modeste. Et de ce fait, comme c'est très mince, il n'y a pas assez de travail pour nourrir, parce que comme le dit, nous, c'est très bien, nous ne vivons pas de pain seulement, c'est vrai, mais par conséquent, nous pouvons être des médiateurs aussi bénévoles ou avec des tarifs modestes, mais quand on a uniquement cela pour vivre, on a quand même besoin pour survivre de pain, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut que les médiations puissent entretenir la vie du médiateur. Alors, on peut évidemment imaginer d'avoir différentes professions, dont celle de médiateur. C'est le cas de beaucoup de mes collègues en Suisse, parce qu'il y a en Suisse, que je connaisse, peut-être qu'une douzaine tout au plus de médiateurs à 100%, et encore, et encore. En revanche, je connais beaucoup, essentiellement, des avocats, des assistants sociaux, même quelquefois dans les professions libérales, des architectes, des notaires, qui acquièrent une formation de médiateur et qui exercent la médiation de temps à autre dans des proportions très variées. Voilà pour la profession. Et en même temps, le fait d'avoir une expérience professionnelle, quelle qu'elle soit, mais évidemment, le domaine qui est le vôtre, je dirais que c'est le domaine rêvé, euh, va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus utile que celui qui commence sans avoir aucune expérience à 18 ans. Alors, c'est un peu schématique parce que j'ai vu des étudiants qui, à 18 ans, faisaient déjà des médiations peut-être meilleures que certains d'entre nous à 40 ou 50 ans. Donc, il faut modérer ses propos. Mais voilà pour répondre à votre problème, à votre question sur la professionnalisation. À nouveau, ça dépend. Si les États, comme ceux de vos pays, encouragent la médiation autrement que par les mots, n'est-ce pas? Euh, il y a beaucoup de chances pour que ça se développe. Et alors, en particulier, il faut commencer à l'école. Et là, je vais vous dire une chose. J'ai écrit un livre, enfin je ne l'ai pas écrit, je l'ai plutôt dessiné sur la médiation et la jeunesse. Et j'ai été frappé parce que je connaissais une expérience dans le canton de Genève qui avait été extraordinaire, de voir que la médiation peut être très efficace déjà avec des toutes jeunes gens, des toutes jeunes filles, et l'exemple du collège de Genève en question, le collège de Sécheron, est celui d'un quartier où il y avait énormément de réfugiés venant de l'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire à la fois des Serbes, des Croates, des Kosovars
etc. Et évidemment, à la récréation ou autrement, les choses se passaient pas toujours bien, ça se reflétait, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que la médiation scolaire est intervenue, je dirais un peu par accident, mais par ailleurs, tous les cantons de Suisse romande l'ont introduit pour d'autres motifs, par exemple pour lutter contre la violence scolaire, pour lutter contre la détérioration du matériel, pour lutter contre la consommation de stupéfiants. Donc les objectifs politiques d'introduire la médiation scolaire étaient très diversifiés. Mais ce qui m'a frappé, pour revenir à vos états et la confiance qu'on peut avoir, moi j'étais sidéré et plein d'admiration pour vos pays. J'ai encore l'année dernière entendu mes collègues polonais et espagnols nous indiquer comment ils avaient organisé et participé à la formation de médiateurs par les pairs, par les élèves, avec des jeunes gens dans les écoles. Mais j'ai trouvé ça fantastique. Je pense que c'est l'avenir de la médiation parce que c'est dès le début que nous apprenons, et ça c'est le Genevois qui vous parle, à tisser les liens pour créer ce que Jean-Jacques Rousseau appelait le contrat social entre les citoyens. On construit une société, on construit des liens, on construit un État, mais pas n'importe comment dans une démocratie moderne, mais avec l'ensemble des citoyens qui sont, comme le disait Platon, dans un pays comme la Suisse surtout, mais je crois aussi dans le vôtre, à la fois semblables et dissemblables, mais qui néanmoins savent cohabiter ensemble. Et maintenant, je voudrais bouger vers le sujet de la neutralité et j'imagine que le sujet est très actuel, très important aujourd'hui parce que peut-être vous êtes d'accord ou pas, qu'aujourd'hui il y a une crise de la neutralité dans surtout dans les conflits internationaux parce que j'entends bien beaucoup d'avis que si tu te déclares comme neutre, donc tu supportes l'autre côté que je ne supporte pas parce que tu ne fais rien, tu es indifférent, donc tu supportes quelqu'un avec qui je battre. Alors, tu ne peux pas être le médiateur ici, tu es engagé. Donc, c'est une logique très populaire. Et ça m'intéresse, qu'est-ce que vous pensez sur ça? Euh, comment nous pouvons nier cette logique? Comment nous pouvons trouver l'autre point de vue sur la neutralité? Alors tout à fait, c'est le problème qui est au centre des discussions en Suisse. Je dirais que non seulement je suis conscient de l'affaissement de la neutralité, mais j'en suis parfaitement attristé, affligé, inquiet pour l'avenir, parce que beaucoup considèrent déjà, et je suis pas loin de partager cette opinion, que la Suisse a perdu sa neutralité depuis une bonne dizaine d'années. Alors, il y a toute une série de facteurs, on pourrait développer ça très longuement, qui interviennent. Alors, l'un des facteurs, je dirais, juridiques, éthiques, peut-être philosophiques, c'est celui que vous avez mentionné à la fin, l'argument à la fin, n'est-ce pas? Comment peut-on être neutre vis-à-vis d'un agresseur? Alors, je vais vous répondre par l'exemple de la Croix-Rouge, n'est-ce pas? La Croix-Rouge et mes collègues de la Croix-Rouge euh, pour travaillent avec tout le monde, même avec des agresseurs. L'ancien président du CICR, à côté duquel je dînais il y a quelques années, me disait on me reproche de serrer des mains qui sont pleines de sang. Et il a répondu, mais vous savez, je me lave les mains après chaque fois. Mais il y a un choix, c'est le choix pour le CICR des victimes, pour le médiateur international, c'est le choix de la paix,
Si on veut la paix, il y a la neutralité, c'est le seul élément qui maintient la confiance. Et pourquoi la Suisse a perdu la neutralité? C'est parce qu'elle a perdu la confiance non seulement des pays qu'elle a critiqués comme agresseurs, mais des autres qui observaient qu'un tiers donne son opinion sur le conflit et sur les parties au conflit. Alors, on peut résoudre ce conflit, oui, c'est un conflit d'intérêts avec des arguments juridiques. Vous savez que le droit international a admis, avec la Charte des Nations Unies, parce qu'il s'agit bien de ça, que le conflit, le recours à la force était interdit. Et tout ce qui se construit autour de ça est régi par ce que l'on appelle chez les juristes le jus contra bellum. Autrefois, on l'appelait ça le jus ad bellum. En revanche, on a admis qu'il n'était pas du tout contraire au jus contra bellum de prévoir qu'il est nécessaire, indispensable même aux victimes et à l'humanité, d'introduire la neutralité du CICR, nonobstant le jus ad bellum, nonobstant l'agresseur, c'est toute cette construction juridique est faite sur le jus in bello. Et en ce qui concerne la médiation internationale, à mon humble avis, elle doit être considérée avec l'éclairage du jus in bello. Bien sûr, chacun avec le monde, l'organisation très primitive de la société internationale, chaque État fait ce qu'il veut à peu près, chaque État pense ce qu'il veut, mais pour être crédible, c'est une question de crédibilité. Est-ce qu'un pays comme la Suisse veut mettre l'accent sur la défense du droit international, auquel cas il va se prononcer comme il l'a fait sur tel et tel conflit. Encore faudrait-il qu'il soit cohérent et qu'il dénonce tous les agresseurs de tous les conflits, ce qui ne fait pas, ce qui déjà entame aussi la crédibilité dans mon pays. Mais c'est un choix qui va détruire la confiance. Donc ça veut dire que s'il accepte ce type de neutralité, il renonce définitivement à son rôle de médiateur au service de la paix. Et c'est ce que je trouve extrêmement grave. Je pense que si on l'explique bien à ceux qui ont l'opinion que vous exprimez tout à l'heure, on peut le comprendre. Parce que la neutralité, dans le développement qu'elle a connu depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça n'est pas une neutralité passive et égoïste qui a été sans doute celle de la Suisse pendant certaines années, c'est une neutralité active, constructive au service de la paix. Alors le service de la paix, ça implique beaucoup de choses parce que dans les médiations en Amérique latine, cela peut signifier très concrètement la mise en danger des médiateurs qui risquent leur peau, qui risquent leur vie, on n'en parle pas, dans des conflits comme la Syrie ou d'autres, les diplomates qui font de la médiation risquent leur vie en faisant ça. Donc, il y a un don caché dans la neutralité active. Alors, il y a un ouvrage sur ce thème-là extrêmement intéressant que je vous recommande. Il faut que je me souvienne du nom de l'auteur, mais ça me reviendra, qui s'appelle il faut, il faut savoir négocier avec le diable. Alors, on revient à l'exemple de mon président du CICR qui négociait avec des dictateurs du Moyen-Orient avec les mains pleines de sang. Et c'est la même chose partout. On ne l'a pas reproché parce qu'on n'osait pas, évidemment, puis c'était le CICR. Mais pour la Suisse, c'est la même chose, n'est-ce pas? Quel est l'intérêt? Moi, je suis surpris aussi au niveau de l'efficacité. Quel est l'intérêt
de dénoncer l'agression, alors qu'il y a déjà des organisations internationales qui l'ont fait, et quel est le poids d'un tout petit pays comme la Suisse qui n'a en plus pas toujours une vision complète du dossier. Donc c'est à la fois inefficace, ridicule, mais surtout extrêmement dommageable, pour ne pas dire létal, pour la médiation au service de la paix. Alors, ça fait aussi partie d'une autre chose. Je dirais qu'il y a, avec le macartisme, qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est manifesté, moi je l'ai connu quand j'étais encore jeune, le macartisme, qui se manifestait de telle manière que dans les pays occidentaux, il n'y avait qu'une manière de penser, c'est-à-dire que tous ceux qui ne pensaient pas comme le groupe de l'OTAN étaient contre l'OTAN. Et donc, déjà là, il y avait une espèce de oui, d'hostilité ouverte du côté des États-Unis, surtout, un peu moins de l'Europe, parce que l'Europe avait vu aussi la Suisse. Quelquefois, il y a quand même eu, il faut en parler, il n'y a pas que des mauvaises actions ou des mauvaises omissions, mais nous avions aussi accueilli des enfants en France pendant la guerre. Même ma mère avait participé à ces actions, donc il y avait des bons côtés aussi. L'Europe était moins entrée dans ce mouvement manichéen. Mais aujourd'hui, je dirais que depuis, oui, les événements de 2014 avec l'annexion de l'Ukraine, c'est là où ça a commencé à se caractériser, cette espèce de mise à l'épreuve de la neutralité, mise à l'épreuve où euh, on n'a plus admis cette posture, non seulement de la part des autorités suisses qui n'ont pas su se battre et expliquer. Je pense que les autorités suisses aussi n'ont pas résisté. Je le dis très franchement, je ne peux pas le dire parce que j'aime mon pays, la Suisse, je ne veux pas non plus la dénigrer publiquement, mais je sais très bien qu'il y a eu des pressions très nombreuses qui ont influencé sa politique, des pressions qui venaient de l'extérieur. Il y en a toujours eu, n'est-ce pas? C'est une chose qui est courante entre les États de faire des pressions, mais si on cède aux pressions, alors c'est vrai, on ne peut plus être indépendant, donc on ne peut plus. C'est pas là, c'est vous voyez la neutralité et l'indépendance comme c'est lié et comme c'est lié pour la Suisse. Et alors je suis en chagrin de cette situation parce que j'aime la paix. Les Suisses sont des gens de paix qui aiment depuis non ils n'ont pas participé depuis très longtemps à leur guerre. Leur dernière guerre, c'est une guerre civile en 1848, n'est-ce pas, qui a créé notre État. Mais en 1814, nous avons failli, nous étions en 1814 dans la même situation, je trouve, ou dans une situation extrêmement semblable à celle de l'Ukraine il y a quelques années et encore aujourd'hui. Alors, je le dis parce que nous avions toute une aile de la Suisse qui était plutôt libérale, donc plutôt francophile, et toute une aile de la Suisse centrale et orientale qui était plutôt conservatrice et plutôt partisane de l'Empire austro-hongrois. Et là, notre neutralité nous a empêché une grande déchirure, parce que si nous étions déchirés à ce moment-là, nous aurions été coupés en petits morceaux à cette époque. Nous avons évité le désastre parce que nous avons réaffirmé notre neutralité. Alors, on ne nous l'a pas imposé, ça c'est une légende. On n'a pas imposé la neutralité à la Suisse. Nous l'avions déjà adoptée depuis 1648. C'est une légende. En revanche, elle était reconnue et garantie par la communauté internationale de l'époque parce qu'elle était dans l'intérêt de l'Europe. Donc c'est un bon critère, l'intérêt de l'Europe. L'intérêt de l'Europe fait qu'on a la possibilité, le droit et le devoir d'être neutre. Alors aujourd'hui, ce serait peut-être le cas pour notre petite planète qu'il reste quelques États qui sont devenus neutres. Mais voyez-vous, quand mais certes, j'ai beaucoup d'amis qui se sont exprimés sur les conflits actuels, que ce soit au Moyen-Orient
ou dans votre pays, dès qu'ils commençaient à émettre des idées, même celles que je développe maintenant, n'est-ce pas, immédiatement, ils étaient taxés euh, de différents mots insultants, mettant en doute leur honnêteté intellectuelle et honnêteté tout court. Alors, c'est très grave quand dans une démocratie, on empêche les citoyens honorables de s'exprimer, on ne leur donne pas la possibilité d'écrire des articles dans les journaux, ou lorsqu'ils doivent intervenir à la télévision, ils doivent commencer à faire une espèce de mantra pour pouvoir donner quelques nuances et répéter la doxa. Et là, ce que je constate, moi, comme citoyen, simplement, c'est que, au fond, nous déplorons profondément ce qui se passe dans les démocratures, et nous sommes en train d'amener des éléments de démocrature chez nous. C'est un énorme paradoxe. C'est un paradoxe. Et là, nous devons être très attentifs, me semble-t-il, à cela. Si nous voulons rester nous-mêmes, si nous voulons rester d'authentiques démocraties, si nous voulons garder nos valeurs. Nous parlons toujours de nos valeurs. Les valeurs de la Suisse, c'est quoi? Les valeurs de la Suisse, c'est les mêmes. Indépendance, liberté, neutralité, armée. Nous avons toujours eu une neutralité armée parce qu'il faut la défendre. Alors, c'est vrai qu'après, quand on veut maintenir une armée, ça c'est l'actualité. Je parle de la Suisse, pas de pays, mais enfin ça sonne quelque chose. Quand on veut qu'on ait une neutralité armée efficace, il faut avoir une armée efficace. Et tout est là. Quelle efficace et comment être efficace si on n'a pas les armements, les troupes qui conviennent. Et ça, c'est aussi un grand débat. Alors, alors, si effectivement, ce qui est le cas pour la Suisse, les armements proviennent essentiellement d'un camp, évidemment, on n'imagine pas les Suisses acheter des avions à l'autre camp, mais ni aux Chinois, mais bon, il n'y a pas que disons, les Américains pour présenter des avions, etc., etc. Et si on achète, si on se met, parce que là aussi, quand on achète, par exemple, certains appareils militaires, et j'ai appris, on se met sous la dépendance du vendeur, parce que le vendeur peut contrôler la manière dont l'appareil est utilisé. Et alors là, effectivement, on perd son indépendance. Donc, ça devient très compliqué de devenir. Et là, il faut reconnaître pour la Suisse que c'est très compliqué. Et je pense que là, il faut beaucoup de finesse, de doigté, d'équilibre, mais bien entendu, il ne faut pas renoncer. La Suisse, là, nous sommes tous. Moi, je suis un patriote. J'ai été capitaine dans l'armée suisse. J'ai consacré 3 ans de ma vie, pas de suite, mais à servir sous les drapeaux, comme on dit. Donc, je suis très attaché à cette idée d'une neutralité armée efficace. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui. Et le dernier sujet que je voudrais toucher, c'est le sujet de le droit international, parce que nous avons déjà commencé de parler que maintenant il y a une crise des droits internationaux et j'imagine que le respect pour les Nations Unies est bien diminué, aussi grâce à quelques pays. C'est peut-être évident que la situation avec les Nations Unies est pas très bien parce que maintenant, c'est pas possible de terminer la guerre, de faire quelque chose assez évident pour la communauté internationale. Et maintenant, est-ce que la médiation est aussi dans le danger d'être diminuée à cause de cette crise de le droit international? Et est-ce que l'époque de la violence, de la force armée est bien commencée avec les événements qu'on voit maintenant? Que le droit de force est mais les premières lois dans le monde.
Oui, c'est déjà Pascal qui le relevait. L'homme n'ayant pu faire fort ce qui était juste, a fait juste ce qui était fort. C'est ça, Pascal, hein, si je ne me trompe pas. Et je dirais que c'est vrai que la Charte des Nations Unies a été un bond en avant, mais elle portait déjà en germe les vers de sa destruction à l'intérieur. Et ça, c'est bien connu, c'est évidemment le droit de veto. C'est le droit de veto qui a complètement affaibli et qui risque de détruire les Nations Unies et finalement l'ordre international. Donc, si la tendance se poursuit, rien n'arrêtera ce courant. Donc, on en parle beaucoup. Alors peut-être que, à mon sens, euh, s'ils se regroupaient ensemble et s'ils récupéraient la confiance que certains d'entre eux ont perdue, les États neutres pourraient intervenir aux Nations Unies et faire des propositions. Je pense qu'il y a beaucoup d'États qui les soutiendraient. Je pense qu'une des caricatures que l'on voit en Occident, c'est de parler du Sud global comme si c'était quelque chose d'unique et aussi de redoutable et à critiquer. C'est une image fausse de la réalité. Dans le Sud du global, il y a des démocraties. Dans le Sud global, il y a des États neutres. J'ai eu l'occasion de converser avec des personnes il n'y a pas très longtemps à l'ONU venant d'Asie centrale. Il y a des pays d'Asie centrale, n'est-ce pas, qui sont neutres, et qui sont arrivés à être neutres malgré le contexte. Donc, si tous ces États s'unissaient pour faire des propositions euh, pour modifier la charte, parce que tant qu'on ne modifiera pas la charte, on va de plus en plus aller vers des situations épouvantables, épouvantables. Et effectivement, avec des partages. Et puis, le droit international, il faut quand même regarder les choses d'une manière équilibrée. Il a bien sûr, vous êtes aux premières loges, alors c'est normal que vous regardiez à côté de ce qui se passe, à côté de ce qui vient d'à côté de chez vous, mais quand un continent ou un État plutôt que l'on qualifie de la première démocratie du monde propose d'annexer l'un de ses voisins alliés, un territoire, une grande île de l'autre de ses voisins alliés, le droit international, il prend un sale coup. Hein, ça vient pas du Sud global, tout ça. Donc, il faut, je pense, essayer de remettre dans l'ordre. La grande difficulté, voyez-vous, pour parler de l'Occident, si l'Occident encore existe aujourd'hui, c'est pas seulement qu'il commence à se diviser, parce qu'il l'a toujours été, euh, c'est, à mon sens, qu'il ait renoncé à être en cohérence avec ses propres valeurs. Alors, je m'explique. Je pense que euh, beaucoup de pays, pas tous, mais beaucoup de pays euh, ont un certain langage qui est conforme au droit international, et puis un autre où on commence à faire une série d'exceptions. Donc, je pense que l'Occident lui-même a aussi joué, hein, parce qu'on doit commencer, vous savez, ça c'est, je pense, le principe de l'évangile. On regarde la poutre qui est dans son œil avant de regarder la paille qui est dans celui de son voisin. C'est beaucoup de vérité là-dedans. Alors, pour les Occidentaux, voyez-vous, si je prends certains conflits, enfin, je ne veux pas entrer parce que je m'efforce de rester neutre et donc de ne pas m'exprimer sur les conflits, mais on voit quand même qu'il y a une différence très nette de traiter les conflits au niveau de l'appréciation du droit, de l'application du droit international. Et alors, faire dans une situation identique une chose et le contraire dans une autre, cela décrédibilise
les pays occidentaux. Ça affaiblit l'Occident, alors que l'Occident a des valeurs extraordinaires à faire valoir. Et je pense que cette mise, pour moi, c'est aussi très grave, ceci, cette mise en danger de nos valeurs et qui risque de ronger alors nos pays à l'intérieur, comme je vous le disais, pour la liberté d'expression. Alors, bien sûr, Oui. vous direz, c'est un constat. Je vous dis pas, je suis aussi, euh, je ne suis pas acteur. J'ai des amis diplomates, bien entendu, qui m'informent d'assez près. Je sais ce qui se passe quand même dans mon pays aussi un petit peu autour, mais puis il y a des journaux quand même qui sont assez bien renseignés. Il faut essayer d'avoir une pluralité d'opinions. Il faut reconnaître qu'avec les fake news, moi j'ai beaucoup d'avantages parce que je ne lis jamais, je ne suis pas du tout dans ce monde-là, mais je sais qu'avec les réseaux sociaux, tout ce qui se passe est aussi de nature à tout détruire. Détruire non seulement l'ordre international, mais tout ce qui nous est cher, toutes nos valeurs, hein, celles que nous partageons, notamment vous et moi. Et pour le médiateur, comment vous pouvez séparer votre neutralité de votre identité? Donc, par exemple, je vois que peut-être vous avez votre opinion sur le sujet, qui a raison, qui a tort, mais j'imagine que quand même, il faut être neutre quand vous êtes le professionnel dans ce domaine. Et pour le psychanalyste, pour être neutre, il faut entrer dans votre propre psychanalyste, il faut trouver euh, votre inconscient propre, etc. Et pour le médiateur, comment vous pouvez rester Alors, neutre? absolument. Je vais vous raconter une anecdote. Euh, Quand j'étais jeune délégué du CICR, n'est-ce pas, j'avais pas encore terminé mes études complètement. J'étais tellement, quand je suis parti en 1967, je me suis demandé, mais comment est-ce que je vais rester neutre parce que voilà, Israël était considéré comme vraiment un État tout à fait héroïque. Et donc je me suis interpellé. Et je me dis, mais est-ce que je peux partir en mission? C'est pas parce que j'étais conscient de ça. Il faut être conscient de ça. Et puis, figurez-vous que peut-être un mois plus tard, je me suis dit, mais est-ce que je peux quand même rester à ma place parce que j'ai tellement vu de choses qui ne correspondaient pas à l'image que je me faisais. Est-ce que je vais rester neutre alors que je vois tant de souffrance du côté des Palestiniens? Donc, voyez-vous, si on est conscient de cela et qu'on s'interpelle soi-même, c'est, je dirais, le devoir élémentaire. Et puis, il se peut que lorsque l'on est conscient, euh, on se dise, mais non, je ne vais pas prendre ce mandat. Je ne vais pas prendre ce mandat parce que je serai mal à l'aise. Et si vous êtes mal à l'aise, vous ne pouvez pas travailler. Donc, je pense que ça, c'est une question de déontologie. euh, on doit refuser. Bien sûr qu'on a toujours un avis, n'est-ce pas? Puisque moi aussi j'avais un avis, mais qui change, qui varie, qui fluctue, puis ça balance, etc. Bon, c'est la vie, c'est le mouvement, n'est-ce pas? Mais en revanche, si on a une idée fondamentale, si on a un principe fondamental qui provoque des émotions, notamment, qui peuvent gêner, qui peuvent nous gêner, je crois que nous devons refuser d'être médiateurs. Donc, je réponds peut-être à moitié à votre question de cette manière, parce que je suis conscient du fait que nous ne sommes pas toujours maîtres, et ça, vous le savez bien mieux que moi, parce que malheureusement, je n'ai pas votre background, je n'ai pas votre formation, c'est ce qui nous manque aux médiateurs. Hein. On veut avoir des co-médiateurs avec des psychologues et des psychiatres à chaque médiation. Nous sommes conscients de ça, nos médiateurs. On a bien une formation, on apprend à gérer les émotions, à essayer de les lire sur le visage, sur la gestuelle, etc., etc. Mais ça ne suffit pas. Alors évidemment, nous ne sommes pas toujours conscients. Et alors, c'est là où il peut y avoir un problème. Si nous ne sommes pas conscients des émotions au départ, hein, ou si nous, pardon, si nous ne sommes pas conscients des éléments
susceptibles d'attenter à notre neutralité. Voilà, il faut s'exprimer comme ça. Mais on n'est peut-être pas conscient au départ, mais quand on entame le processus, ça remonte en soi. Ça remonte en soi. Et là, à ce moment-là, on doit dire, écoutez, stop, je suis désolé, je m'aperçois, j'ai fait une erreur d'appréciation, je m'aperçois que... Alors, quand on fait des co-médiations, c'est plus facile, je dirais, ou moins difficile, en ce sens qu'on peut en parler au co-médiateur et avoir son avis. Parce que quelquefois, vous savez, moi, je suis plutôt trop sévère avec moi-même. Il y en a qui sont peut-être pas assez. Et le co-médiateur peut régler cette question en disant, oui, voilà, il y a telle et telle chose, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je vais vous donner un exemple. C'est un peu différent, mais vous savez, on n'a pas parlé de cet aspect des choses. La neutralité, ça n'est pas ce que l'on proclame, c'est ce qui est perçu. J'ai fait une comédiation avec une de mes amies dans une succession où l'une des parties n'avait pas d'avocat. Malgré nos exhortations de prendre un avocat. Et l'autre partie ne voulait pas se défaire de son avocat. Donc, comme nous étions en comédiation, on a hésité. C'était la première fois que je faisais cette expérience. Et je vous dis que je ne la referai probablement pas. Nous avons été amenés au cours du processus à expliquer à la partie sans avocat quels étaient les enjeux juridiques à un moment donné. Et comme il ne comprenait pas ou mal, c'est moi qui ai dû le lui expliquer plusieurs fois. Et ça a rompu l'équilibre entre la partie sans avocat et la partie qui avait un avocat. La partie qui avait un avocat a tout de suite dit, mais comme ça, sans parler aussi, mais écoutez, monsieur le médiateur, je ne comprends pas, vous êtes tout le temps en train de parler avec ma partie adverse. Et alors, j'ai dit, oui, effectivement, voyez-vous, vous avez raison, je suis désolé que vous ayez pu penser que ça allait altérer ma position de neutre, mais comme nous sommes en comédiation, je mets sur la table mon mandat et vous pouvez très bien le poursuivre avec ma collègue parce qu'on est déjà bien avancé. Et là, l'avocat de cette partie m'a dit, écoutez, j'aimerais faire un aparté, pardon, un break avec mon client. Break, ça veut dire on interrompt la séance. Alors, ils sont parlé ensemble et ensuite, ils sont revenus. Et la partie qui avait critiqué mon déséquilibre a dit, écoutez, non, mon avocat m'expliquait la situation, je sais que vous avez essayé de faire de votre mieux, je comprends par conséquent le déséquilibre du temps et je suis restez avec nous, restez avec nous pour la suite. Voilà un exemple, n'est-ce pas? Ça, où il y a des atteintes un peu à la neutralité ou plutôt à l'équilibre. Enfin, c'est une des formes de la neutralité. Est-ce qu'il existe le contrôle pour les médiateurs? Par exemple, les médiateurs euh, plus avancés dans cette Oui, profession oui, qui oui, pourra donner les conseils. tout à fait. Donc, alors, je dirais, le contrôle, il intervient à 2 degrés ou à 3 degrés. Le premier degré, c'est dans la comédiation. Le deuxième degré, c'est ce qu'on appelle les séances de révision. Alors, chaque médiateur peut ou devrait avoir un reviseur qui peut être un collègue, même un collègue plus jeune, hein, et avec lequel il va parler des difficultés qu'il a rencontrées pour essayer de voir ce qui n'a pas marché, comment il pourrait améliorer, etc., etc. Alors, ça fait même partie des exigences aujourd'hui pour être confirmé sur les tableaux officiels. Il n'y en a pas partout, mais il y en a dans plusieurs cantons en Suisse parce que c'est sur le système cantonal. Euh,
c'est obligatoire. Et puis, il y a aussi un autre système qui est proche, c'est celui où on échange collectivement entre médiateurs. C'est une espèce de révision entre pairs. C'est une autre forme de révision. On parle des cas, alors évidemment, on ne doit pas mentionner les noms, mais on peut quand même mentionner les situations. Et vous savez que quand on mentionne les situations, quelquefois c'est une trahison de la confidentialité. Donc il faut faire attention, mais on admet qu'on puisse quand même faire ceci. Donc là, ça c'est plutôt ce système que j'ai vécu parce qu'à l'époque il y avait relativement peu de revisions en tête à tête. Et puis il y a aussi une question de coût, n'est-ce pas? Donc là, il y a un intérêt commun. Alors vous me direz, je crois que quand on fait ces échanges entre professionnels expérimentés, ça n'est pas sans valeur du tout. Je pense que c'est bien. Et évidemment, c'est fait d'une manière assez sévère. Hein. C'est pas, on reste amical et respectueux, mais quelquefois c'est assez sévère. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ai peut-être encore une chose, je ne sais pas combien de temps nous avons encore, cher Serge. Quelques minutes, on a? Alors, je voulais aussi revenir sur une des définitions de la on n'a pas parlé du processus, hein, ce qui est important. Alors, je fais juste une petite parenthèse. La définition de la médiation, un cheminement entre le conscient et l'inconscient. Hmm. Ça vous intéressera. Oui, bien sûr. Ma très grande amie Béatrice Bloer-Brenner, qui a exprimé dans son ouvrage ce cheminement. Euh, Elle partage les convictions qui sont les miennes, elle est chrétienne. Elle a une lecture de la Bible tout à fait originale et nouvelle. Et donc, ce cheminement, elle le fait à travers essentiellement l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament. Alors, je reviens au processus de médiation parce que on peut peut-être en terminer par là. En Occident, je ne sais, enfin dans les pays occidentaux, je dirais européens occidentaux, on n'utilise pas toujours, mais on utilise souvent ce dispositif. Est-ce que vous arrivez à le voir ou Non, pas? pas du tout. Pas du tout. Vous arrivez à le voir. Sinon, je vous ferai une photocopie et je vous l'enverrai. C'est ce qu'on appelle le processus, la route Fioutac. C'est-à-dire que le processus est caractérisé par des étapes dans lesquelles il y a au fond 4 grandes étapes. La première étape, on va exprimer les faits. Et là, ce sont les parties qui vont s'exprimer essentiellement, faire comprendre les faits. Si elles ont des avocats, alors les avocats se taisent à ce moment. Dans la deuxième partie, on va savoir le pourquoi, comme pourquoi c'est arrivé, pourquoi on en est là. Et là, les avocats, en principe, devraient laisser les parties parler, mais peuvent poser des questions et essayer de comprendre, parce que les avocats aussi doivent apprendre à savoir qu'il n'y a pas juste donnez-moi les faits et le droit et je vous donne la solution. Donc c'est autre chose. Et puis après, on a ce qu'on appelle ici une, un passage très, très important entre le pourquoi où les expressions, les émotions s'expriment avec le moment où chacun réalise qu'il n'est pas d'accord. Donc, il réalise pourquoi l'autre n'est pas d'accord. C'est déjà un grand pas et ça crée quelquefois un processus psychologique. Moi, je ne l'ai pas toujours remarqué ou il n'est pas toujours perceptible. Et ensuite, quand on est, mais il est important de le faire sincèrement parce que sinon on ne peut pas passer à autre chose. Et ensuite, on passe alors au phénomène, pardon, à l'étape suivante, c'est-à-dire comment, qu'est-ce qu'on va faire. Et là, c'est le brainstorming dont je vous parlais tout à l'heure, où tout le monde met les choses sur la table. Et là, les parties et le médiateur lancent des idées, les avocats aussi, on commence à jongler avec ces idées sans encore les apprécier. Et puis alors, dans la dernière partie, tout ça a l'air très
euh, séparés, mais c'est quelque chose de très, comment dirais-je, très nuancé. Hein. On fait des allées et revient quelquefois dans ces différents secteurs. Dans la dernière partie, alors c'est comment précisément on va arriver à une solution. Donc on est déjà en train de faire la sélection des options et la négociation autour des options. Et là, les avocats, quand il y en a, jouent un rôle très important. Alors après, quand on a terminé, l'accord se fait généralement par écrit. C'est normalement l'accord, c'est les avocats qui le font. Bon, moi, il m'est arrivé, mais je me suis fait un peu tirer le bras pour ça. On me demande, oui, mais écrivez l'accord parce que vous êtes un ancien juge, vous saurez le faire. Quelquefois, je l'ai fait pour gagner du temps, mais toujours sous la surveillance des avocats. En principe, c'est eux qui doivent le faire. Si les parties ne l'ont pas fait, on peut dire, le cas échéant, le médiateur dira s'il y a un procès au juge, voilà, les parties vont dire voilà le résumé qu'a fait le médiateur, mais bon, là, c'est limite, hein, mais c'est très délicat du reste. Et puis après, il y a toute la partie d'exécution où le médiateur laisse les parties, c'est leur responsabilité dont on a parlé tout à l'heure, mettre en œuvre leur accord, mais où il peut intervenir encore, parce qu'on sait très bien, n'est-ce pas, que le diable se cache dans les détails, et que si un détail risque d'endommager tout le beau travail, il vaut mieux retourner chez le médiateur que de se disputer une deuxième fois. Même le diable a droit pour avoir l'avocat. Donc, Merci à vous, Jean. mais je vous en prie, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Euh, je suis évidemment très, comme beaucoup d'entre nous, nous sommes très sensibles à tout ce qui se passe chez vous. C'est très douloureux. On a un grand sentiment d'impuissance, évidemment. Et voilà. Et puis, c'est vrai, euh, on est très partagé aussi, parce que comme je vous le disais, voilà, et du fait aussi que la Suisse, voilà, s'est démarquée. Moi, je pense que, voyez-vous, c'est une idée de la Croix-Rouge, c'est que c'est celle de la proportionnalité, de l'impartialité. C'est-à-dire quand le besoin d'une population est plus grande que l'autre, on peut très bien, dans ce besoin, euh, pas combler la différence, mais disons faire une différence. Ça, c'est ce qu'on appelle l'impartialité, la Croix-Rouge. Alors évidemment, sur le plan humanitaire, pour la Suisse, pas sur le moment des armements. Mais est-ce qu'on a assez fait sur le plan humanitaire? Ça, c'est vrai qu'on peut se poser cette question tout le temps. Mais on se pose aussi la question dans la vie de tous les jours, je vous dirais quelquefois. Mais là, c'est vrai, c'est vraiment donc. Nous pensons beaucoup à vous et puis comme je suis d'une confession qui est très répandue dans les deux pays, évidemment c'est une très grande souffrance personnelle aussi. Merci à vous. Et merci à vous pour regarder cette interview. Abonnez-vous et restez chez le Dream Desire and Discourse. Au revoir. Au revoir. До свидания.